s'est passé quoi en 40 ans là? Ils sont passés où les cheveux longs dans le vent, les bandanas, les pantalons en cuir moulant? Elles sont passées où les guitares pointues de toutes les couleurs là? Ou les têtes d'ampli à lampe puissantes à te déchausser les dents? Non, parce que moi, quand j'ai découvert la guitare, il fallait toujours plus de gain. Toujours plus de puissance. Non mais 100 watts dans une chambre de 10 mètres carrés, c'est ok. Et surtout, il fallait des murs d'ampli plus grands que la scène. La gamme pentatonique était une religion, les grands solos des événements historiques, et le tapping, le saint graal. Et tout par un coup, tout ça vaut plus rien? Ça va, c'est quoi ça? Des têtes de premiers de la classe qui inventent une nouvelle technique tous les jours dans leur chambre en enregistrant directement sur leur PC? C'est bon. Moi, j'ai une question. Une seule. Mais où sont donc passés nos guitares héros? Salut à tous, c'est Kylian, bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube du studio La Bulle Bleue. Aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands chocs générationnels de la musique. Comment sommes-nous passés de ça à ça? Alors accrochez-vous, parce qu'on est parti à la découverte de plein de bizarreries réalisées par des guitaristes en quête de renouveau. La guitare, ça a toujours été plus ou moins l'instrument star. À part les chanteurs, les guitaristes, c'est ceux qu'on connaît et qu'on admire. Bien plus que les batteurs ou les bassistes. Prenez par exemple n'importe quel concert d'un groupe dans les années 70. On a le chant, tout le temps, environ un solo de guitare par morceau, environ un solo de batterie par concert, et environ un solo de basse par... Et non, c'était un piège. Ils vont quand même pas commencer à demander des trucs les bassistes. Bref, tout ça pour dire que la guitare, elle a réussi à faire sa petite vie bien à elle, jusqu'à parfois remplacer les chanteurs. C'est ce que j'appelle la musique de guitariste, par les guitaristes, pour les guitaristes. Un truc de kiffeur quoi. Je vais être très transparent tout de suite. Je vais pas pouvoir citer tous les guitaristes du monde et encore moins de l'histoire, alors je vous ai préparé un petit florilège de ceux qui m'ont inspiré personnellement. Si j'en laisse de côté qui vous semble important à citer, je vous laisse mettre ça dans les commentaires. Pendant longtemps, la guitare, ça a été ça. Flashy, bruyant, brut, rapide, viscéral. Mais dorénavant, on a une nouvelle génération de guitaristes qui a décidé de révolutionner son instrument. Chaque artiste a une technique signature, je dirais. Par exemple, Animals as Leader, avec ses deux monstres Javier Reyes et Tosin Abasi. Eux, c'est l'utilisation, entre autres, du double thump. Technique tirée tout droit de la basse et notamment de Victor Wooten. Ça permet énormément d'articulation sur des rythmes très syncopés. C'est ultra rythmique et ça ouvre la porte à des groupements de notes assez originaux et donc propices à tout ce qui va être prog. Alors que pendant longtemps, ce qui était le plus épatant, c'était la main gauche, aujourd'hui c'est la main droite qui devient une nouvelle arme pour s'approprier et créer de nouvelles techniques, dont le double thump. Mais on remarque aussi tout simplement une dextérité rythmique où s'allient énormément d'autres techniques main droite comme le selective picking, l'hybrid picking, le slap et plein d'autres. Si vous n'êtes pas tout à fait familier avec toutes ces techniques, ce que je peux comprendre, je vous invite à vous abonner et à mettre les notifications. Parce que la semaine prochaine, on va créer ensemble un morceau dans ce style en utilisant un maximum de ces techniques. Et je vous les détaillerai à l'occasion. Mais revenons à notre sujet. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on sait plus trop où est la limite entre la rythmique et le solo. Alors voilà, ça c'est Manuel Gardner Fernandez de Unprocessed. Donc sa main gauche, c'est énorme, sa main droite, c'est d'un autre monde, et en plus, il chante comme un fou. Il utilise énormément de techniques à la main droite, notamment l'hybrid picking, donc se servir du médiator et des doigts en même temps, mais aussi le slap. Ça en fait donc un guitariste ultra rythmique. C'est le genre de gars qui a tendance à te remettre à ta place instantanément, au cas où tu commencerais à prendre la grosse tête. Ensuite, on a aussi ce qu'on pourrait appeler les chanteurs de guitare.
Cette façon qu'ont certains artistes, en plus d'être des cracks techniques, de placer la guitare au premier plan, là où traditionnellement on retrouve les chanteurs. Il y a une réelle recherche de mélodie, de top line en fait, où les paroles sont remplacées par un vocabulaire technique au service du morceau. Dans ce style, on peut évidemment citer le duo de Polyphia, Scott LePage et Tim Henson, qui ont clairement révolutionné la guitare traditionnelle en amenant une approche très moderne. Mais dans un style plus traditionnel et l'un de mes préférés, Plini, qui m'a fait à lui seul retomber amoureux de la guitare en tant que telle. Je l'ai découvert avec le morceau Electric Sunrise que je m'amusais à jouer à la batterie avant de me prendre une énorme claque avec l'entièreté de sa discographie. Comme beaucoup de ces guitaristes dont je vous parle, c'est un super compositeur, en plus d'être un super guitariste. Il propose un rock progressif, teinté de jazz ultra accessible, malgré des signatures rythmiques et des constructions parfois alambiquées. Petite mention spéciale pour une guitariste beaucoup trop méconnue à mon goût, alors qu'elle a un chouette talent de composition. C'est Sarah Longfield, spécialiste du tapping, mais aussi chanteuse. Très talentueuse, mais malheureusement un petit peu perdue au milieu d'internet. Plusieurs points communs regroupent tous ces guitaristes. Premièrement, une technique irréprochable ou minimum singulière. Ensuite, un son instantanément reconnaissable, une identité forte. Soit par l'instrument même, avec l'utilisation de guitares 8 cordes ou de guitares headless par exemple, ou par la technique, comme on l'a dit. Mais ce sont aussi tous des compositeurs hors pair et des producteurs confirmés. Il y a une bonne grosse tradition de do-it-yourself qui est remarquable. Ça donne donc place à des musiciens polyvalents et autonomes qui ont souvent au moins démarré en indé de chez eux. Aujourd'hui, il a jamais été aussi facile de faire et de sortir de la musique. Pas besoin de batteur, et encore moins de bassiste, il y en a des très bien dans l'ordi, c'est moins bruyant et en plus ça obéit mieux. De l'amour pour tous mes bassistes, c'est une blague évidemment. Du coup, aucune excuse, on peut sonner bien, et même très bien, directement de chez soi, au moins pour composer et produire. Et pour tout ce qui est mixage, mastering, vous pouvez faire appel au studio La Bulle Bleue par exemple. 20 minutes au nord de Tours, sur place ou à distance, vous nous contactez, on s'occupe de tout. Les infos sont dans la description, si jamais, n'hésitez pas. Et avec internet, il est devenu facile de partager avec le plus grand nombre. Et ça, beaucoup de musiciens l'ont compris. Le premier qui me vient en tête, c'est évidemment Misha Mansour. Il a commencé à partager avec la communauté métal progressive sur MySpace ou des blogs de Meshuggah ses premiers projets sous le nom de Bulb. Aujourd'hui, Misha Mansour, c'est l'un des musiciens les plus influents de la scène moderne metal, notamment pour son travail avec ce petit groupe dont il fait partie là, comment c'est Périphérie. Mais aussi parce qu'il rend énormément à cette communauté en étant le fondateur de plusieurs compagnies comme Get Good Drums ou GGD comme on dit maintenant. Il a offert des plugins de batterie, de guitare et même de basse à l'entièreté du monde du rock et du métal. Et Misha en fait c'est un peu le premier d'une longue liste de musiciens très talentueux mais qui seraient peut-être jamais sortis par les canaux traditionnels. Je pense par exemple à des guitaristes comme Nick Broomhall qui a démarré sur YouTube et qui a maintenant déjà une chaîne YouTube qui marche très bien et aussi un petit groupe là avec Anoop Sastry et Andy Cizek. Comme quoi, il reste de l'espoir Alexis. Oui, enfin, dis-leur de s'abonner, de commenter et de mettre un like quand même. Hein. Dans cette même veine, on peut citer Kian Ousmand, énorme fan de Périphérie, qui nous vient du fin fond de l'Australie, mais aussi du côté de l'Angleterre, Connor Kaminski. Deux musiciens très talentueux qui nous viennent d'internet. Ils ont tous les deux une approche ultra moderne de la guitare, et notamment de la guitare rythmique, que j'adore. Ça leur a déjà permis de se faire connaître, de sortir leurs projets perso et de les jouer sur scène, mais aussi de collaborer sur un projet commun qui est vraiment top. On y retrouve un énorme feat avec Adam Nolly-Get-Good, ex-Périphérie, et Jack Gardiner.
se retrouve avec une scène guitare ultra collaborative qui se pousse continuellement vers l'avant. Du coup, tout ça avance à une vitesse de fou, et je vous avoue que parfois c'est à se demander si c'est encore le même instrument, quoi. En tout cas, c'est clairement pas l'instrument que je joue. Enfin, ça sonne pas comme ça perso, mais je sais pas si c'est moi, mais voilà. Et après, dans cette catégorie, comme dans le rap, on a les rappeurs préférés de ton rappeur préféré, on a là les guitaristes préférés de ton guitariste préféré. Ce genre de gars pas forcément connu du grand public, mais qui fait kiffer l'entièreté des guitaristes. Je pense par exemple à des David Matimicic, gros niveau, ou à des gars comme Jakub Ziteki par exemple. Que dire? Ah bah waouh. Et il y en a un aussi, j'ai un peu hésité à en parler aujourd'hui, parce que c'est pas forcément un gars ultra connu et qu'il est pas considéré comme un pur guitariste, même si ça a été son premier instrument. Puis je me suis dit, c'est ma vidéo, je vais m'autoriser une parenthèse. Alors parlons rapidement de Michael Field. Michael Field, si vous le connaissez pas, c'est un gars qui a composé dans sa chambre Tubular Bells. Plusieurs précisions. Tout d'abord, c'est ce fameux morceau de la bande originale du film L'Exorciste. Normalement, j'en ai raccroché quelques-uns là. Et deuxièmement, il est sorti en 1973. Donc depuis tout à l'heure, et je vous parle de ces fameux bedroom producers de l'ère numérique, mais ce morceau, il a commencé à le composer à 17 ans, dans sa chambre, sur un magnétophone à bande qu'il avait trafiqué lui-même, pour enregistrer tous les instruments les uns sur les autres. Donc voilà, je voulais quand même vous parler de lui vite fait, parce que en termes de bedroom producer guitariste, on peut difficilement faire mieux, je pense. C'est pour moi un génie de la composition, sûrement l'un de mes compositeurs préférés, mais aussi un guitariste sous-estimé et hyper talentueux, malgré une technique un peu originale. Et comme vous avez pu le voir dans tout ce que je vous ai montré depuis le début, aujourd'hui la technique pure n'est plus l'élément principal recherché par ces nouveaux guitaristes. Après des décennies d'évolution, il y a de plus en plus d'attention à porter au son de la guitare, aux textures ou toutes sortes de bruits qu'on peut faire avec cet instrument pour le porter encore plus loin. Tout d'abord, j'aimerais parler de ces guitaristes qui sont arrivés en disant « Voilà, ça c'est une nouvelle façon de jouer de la guitare, c'est un nouveau style, on n'y avait pas pensé. Je mets ça là, c'est cadeau. » Vous me connaissez, j'ai quand même un petit penchant pour le métal, donc je vais aller là-dessus. Mais, comme toute cette vidéo, la liste d'exemples est loin d'être exhaustive. Un groupe dont je vous ai pas encore trop parlé, c'est Loath. J'ai menti, j'arrête pas de vous en parler à toutes les vidéos, j'ai l'impression, mais voilà. Connor Sweeney et Eric Bickerstaff, les deux guitaristes de l'époque, arrivent avec des guitares monstrueusement longues, de 30 pouces, accordées une octave en dessous d'une guitare normale, des basses quoi. Et avec ça, ils amènent un son absolument atroce. Les guitares utilisées sont absolument l'inverse de ce qu'on attend pour du métal. Elles ont des micros à faible niveau de sortie, voire parfois des micros simples, des guitares vintage dont ils se servent exactement pour leur côté chaotique qu'elles proposent. Ils ont rendu pendant quelques temps ce modèle précis de guitare dont vous venez de voir, un modèle introuvable ou hors de prix, tellement tout le monde a sauté dessus. Si bien que pas mal de marques se sont finalement mis à produire des extra barytons qu'on retrouve aujourd'hui chez des groupes comme Dayseeker, Silent Planet ou Vianova. Pass me the Squire. Ce morceau là que vous venez d'écouter, il est carrément dédié à cette guitare. C'est pour dire le... Et franchement, cette mode des guitares barytones qui sonnent comme des basses, je comprends pas. C'est accordé trop bas, ça sonne mal, Non, j'aime pas. Après, on a un type qui utilise bien ce genre de guitare d'ailleurs, qui lui a rendu un autre morceau d'équipement introuvable, cette pédale, la cathédrale de Spline Laboratories. Une octave fuzz, donc pas forcément un son qu'on utilise d'habitude devant un ampli saturé, mais il en a fait son son, et c'est maintenant sur tous les pédalboards du genre. On doit en être à la 12e édition de la pédale en 3 ans, et à chaque fois, c'est plus en stock en 3 jours. Ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais essayé de la choper perso. Bref, ce guitariste, c'est Josh Henge de Pincer Plus, et ça sonne comme ça.
Comment parler de tous ces sons sans mentionner 1056 par exemple, ou encore et surtout du groupe Diamond Construct. Alors, accrochez-vous parce que c'est spécial, mais là où moi par exemple, qui adore faire des automations d'effets sur mes guitares, notamment des automations de pitch, de modulation, ce genre de choses, lui, comment dire ? Le gars, il monte sur son pedalboard. Il joue de la guitare, il joue des pédales. La vidéo, elle s'appelle Psychosis Guitar Playthrough et Pedal Playthrough. Mais c'est quoi ça ? Plus sérieusement, pour moi, ça, c'est ce qui s'appelle faire évoluer son instrument. Alors, où on aime ou on n'aime pas, ça c'est sûr. Mais quand tu joues de l'instrument le plus populaire du monde et de l'histoire, j'imagine, il faut commencer à être créatif pour se démarquer. Et ça, c'est créatif. On peut le dire, je pense. Je sais pas si vous avez des guitaristes comme ça qui vous inspirent à essayer de nouvelles choses avec votre instrument. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et ce qui est remarquable avec ces genres de musique dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est que des guitaristes qui programment la basse et la batterie, c'est bien marrant. Mais derrière, faut pouvoir assurer sur scène. On se retrouve donc avec des batteurs et des bassistes plus monstrueux les uns que les autres. Ça donne des groupes exceptionnels où tout le monde est trop fort. Moi, j'ai fait à peu près le tour des guitaristes qui m'inspirent tous les jours. Évidemment, j'en ai laissé de côté, mais je sais que vous n'hésiterez pas à venir en parler dans les commentaires. Partagez autour de vous et mettez un like si ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve la semaine prochaine pour composer un morceau dans ce style avec le plus de technique possible. Alors si vous voulez me voir galérer, je vous dis à dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien, écoutez un maximum de musique, c'est le plus important. Ciao!